Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. La première explosion est venue de la griffe du Catherine Dreadnought Valor, un arc d'énergie fulgurant qui a balayé le terrain d'entraînement des résistars, frappant de peu le croiseur drillaxien Narrowfang. Les boucliers ont explosé, les systèmes ont pulsé et des milliards de personnes se sont penchées en avant. 12 des vaisseaux de guerre les plus sophistiqués du Conseil galactique étaient engagés dans ce qui ressemblait à une guerre ouverte. En réalité, il s'agissait d'une simulation, soigneusement orchestrée, impitoyablement chorégraphiée. Dans tous les systèmes centraux, plus de 40 milliards de téléspectateurs suivaient la scène en temps réel. Chaque manœuvre était filmée, chaque choix tactique analysé, repensé et retravaillé. L'exercice n'était pas une question d'entraînement. Il s'agissait de communiquer. Le commandant Taros de l'Imperium Durel aboyait des ordres depuis son poste de commandement, d'une voix cinglante et autoritaire. Tournez le flanc. Forcez-les à se serrer. Son corps brillait sous une carapace épaisse, tandis que l'équipage Durel, tel un araignée, évoluait en formation parfaite autour de lui. L'exercice était annuel, prévisible. Même ses surprises étaient prévues. Mais cette année, tout ne se déroulerait pas comme prévu. Une secousse parcourut les réseaux de commandement de chaque vaisseau de la simulation. Sans prévenir, sans être reconnu, l'officier des communications à bord du Velors Clos frappa l'interface d'alerte de sa main à plusieurs doigts. Un vaisseau non identifié franchissait le seuil du secteur. Pas d'IFF. Aucun signal en retour. Le commandant Taros serait dit. Origine? Inconnu. Vecteur d'approche directe. Pas de comportement évasif. Ailleurs, sur la passerelle sinueuse et élégante du vaisseau Salari Vésalite, l'amiral Jornvel, une grande silhouette aux écailles argentées et aux yeux lumineux, plissa les yeux vers l'écran tactique. « Ça ne fait pas partie de la simulation », murmura-t-il. À travers la formation, des constatations similaires surgirent. Personne n'avait appelé à un nouveau challenger. Les simulations du Conseil étaient préenregistrées, empreintes de protocole et de surveillance. Un accès non autorisé était inédit. Jusqu'à présent, l'intrus ne s'était pas démasqué. Il s'était replié à courte portée au cœur même de la formation, silencieux, calculé et totalement indifférent. Tous les ponts de commandement se mirent en branle. Ici le commandant Éric Malvac du marteau de l'Oural. Vous entrez en coordonnées militaires restreintes. Identifiez-vous immédiatement ou vous risquez l'engagement. Aucune réponse. Sur les écrans de la galaxie, le public retenait son souffle. Les analystes interrompirent leurs commentaires. Les streamers commencèrent à filmer l'instant. Les caméras, satellites à la dérive qui capturaient chaque seconde de l'exercice, se concentrèrent désormais entièrement sur l'anomalie. Puis la voix arriva. « J'espère qu'il n'est pas trop tard pour nous joindre à la fête. Mais si on s'entraîne avec les adultes, attention. » La voix était humaine, masculine, assurée, et teintée de quelque chose de plus profond, de sarcasme enveloppé d'une autorité sereine. Pour la plupart des espèces, cela ne signifiait rien. Pour les vétérans des conflits interstellaires, c'était inoubliable. Le général Ulysses Wellington, connu dans les archives militaires sous le nom de Warbreaker, était mort, disparu, mythe, et pourtant, il était là. À l'intérieur du centre de contrôle, sur le Croquet 3, le Commodore Vachi, une créature trapue et poilue, dotée de mandibules et d'yeux jaunes perçants, se figea. Non, ce nom était effacé. Aucun autre avertissement ne fut donné. Le vaisseau, toujours sans nom, sans scanner, sans immatriculation, se déplaça. La griffe du Valor tira la première, non par panique, mais par fierté. Les Cotarans sont des guerriers de sang et de serment, reptiliens par leur forme et leur idéologie, faits pour la confrontation. Le commandant Terros n'hésita pas. À bord de la griffe du Valor, le commandant Terros laissa échapper un grognement guttural. Ils nous ont embarrassés. Devant la galaxie, murmura-t-il, la traduction capturant à peine le venin de sa voix. Cette insulte ne sera pas oubliée. L'explosion n'atteignit jamais sa cible. Elle se dissipa en plein vol, comme absorbée par une distorsion autour de la coque de l'intrus. À partir de cet instant, ce ne fut plus une bataille. Ce fut une démonstration. En moins de 40 secondes,
Les 3 premiers vaisseaux du Conseil perdirent toute fonction de détection. Leurs systèmes ne s'éteignirent pas. Ils devinrent aveugles, volontairement désactivés par des surcharges non létales, chaque attaque étant adaptée à la configuration spécifique du réseau électrique du vaisseau. À bord du Vésalite, l'amiral Joran lança un appel à manœuvre d'évitement. « Dispersez-vous, ce n'est pas un exercice. » Il frappa du poing le pupitre de commande. « Contre quoi combattons-nous ? Qu'est-ce que c'est ?» Derrière lui, 2 officiers Silari murmurèrent un mot jamais prononcé sur ce pont. Retraite. Trop tard. Leurs moteurs tombèrent en panne simultanément, pas détruits, gelés, bloqués dans une boucle de sécurité avec une précision qu'aucune arme connue ne pouvait atteindre. Le marteau de l'Oural lança des drones, des dizaines, des plateformes d'arrêt automatique. Elles se désintégrèrent en plein déploiement. Une bulle électromagnétique enveloppa le vaisseau. Les lumières restèrent allumées, mais les armes, la propulsion et le blindage furent tous désactivés en moins de 10 secondes. Sur les flux de diffusion, les réactions affluèrent. Dans les mondes du corps Altari, les spectateurs commencèrent à s'interroger. Cela fait partie du spectacle ? Dans les colonies de la bordure du Conseil, des mêmes apparurent. Nouveau DLC. Quelle note de patch ? Mode humain activé. En 2 minutes, 11 vaisseaux furent rendus inertes. Pas un seul membre d'équipage blessé. Aucun système de survie compromis. C'était clinique, impeccable, terrifiant. Le croiseur de bataille Shainari Promesse Cendrée, le capitaine Tolkir, un être aviaire à la peau d'obsidienne, aux yeux cramoisis et couronnés de plumes neurales, ordonna le repli complet. Le vaisseau resta immobile. Leurs relais de navigation transmettaient de fausses données, miroirs d'eux-mêmes. Ils ne savaient plus où donner de la tête, ni quel système répondait encore. Puis les flux, chaque satellite orbital, chaque chaîne militaire cryptée, chaque flux de spectateurs en direct, montrèrent la même chose. Le vaisseau inconnu planait calmement au centre de la flotte, tournant lentement, sans armes visibles, sans détresse, seulement un contrôle absolu. Puis l'acte final commença, de petits éclairs illuminant chaque vaisseau immobilisé. Pas des explosions, des bouffées de brouillard ionique provenant de points de charge distants. Leur signification était claire. Blocage total des systèmes. 10 minutes s'étaient écoulées. 12 vaisseaux du Conseil, neutralisés, silencieusement. Et puis, il disparut. Et puis tout disparut. Un scintillement, un murmure de distorsion gravitationnelle. Quelques secondes avant de disparaître, une transmission finale traversa toutes les fréquences. Juste 4 mots. La prochaine fois, suivez-moi. Le vaisseau disparut dans un saut spatial localisé, sans laisser de traces, ni signature, ni balise. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle frappe d'arme. À l'intérieur de l'anneau d'observation en orbite autour de Résistar, où diplomates, officiers supérieurs et analystes observaient depuis des chambres sécurisées, le chaos éclata. L'ambassadeur Gor Alak des Kradati hurla dans son amplificateur vocal, sa forme quadrupède massive tremblant de rage. Ce n'était pas une simulation, c'était une déclaration. Les autres espèces réagirent dans un silence stupéfait. Seule la délégation du Kari, toujours calculatrice, toujours neutre, restait immobile, le regard éteint, ses rouleaux de données analysant déjà les images, image par image. En quelques secondes, les réseaux galactiques furent inondés d'images. Les réactions affluèrent de tous les coins de l'espace civilisé. Un briseur de guerre Whiz était en vogue dans 8 langues principales. Un vétéran des guerres de Rixon, le commodore Jal Norvet, diffusait en direct une phrase unique qui serait répétée sans fin dans les heures à venir. Ce n'était pas seulement du pouvoir, c'était un message. À l'intérieur de l'anneau d'observation, le capitaine Elijah Rockenson, le plus haut représentant militaire humain présent, se tenait figé au bord de la salle d'exposition, la bouche sèche, les yeux rivés sur l'image finale du vaisseau en train de se replier. Il avait entendu le nom de Brise-Guerre, une fois, enfoui dans de vieux briefings de guerre, étiquetés secret défense, mythologique. Il n'y avait jamais cru. Les délégations extraterrestres se tournèrent lentement vers lui, une à une, silencieuses, attendant. Rockenson ne dit rien. Il fixa simplement la dernière image du flux, un vide là où l'intrus s'était trouvé. Puis, lentement, il attrapa la ligne d'urgence de Terra Prime. Sa voix était rauque. Ouverture immédiate d'une session d'urgence. Warbreaker est de retour.
Une douzaine de voix s'élevèrent en même temps tandis que les portes de la salle se refermaient derrière le capitaine Elijah Horkenson. La session de crise avait commencé. Dans la salle circulaire du conseil de Récitar Prime, la haute commission du Conseil galactique faisait face à sa première véritable urgence depuis près d'un siècle. Les murs, habituellement un étalage paisible d'insignes diplomatiques et d'un éclairage d'ambiance, scintillaient de tons rouges d'urgence. Des hologrammes clignotaient au-dessus de l'estrade centrale, diffusant en boucle des images de la simulation transformée en spectacle. 12 vaisseaux d'élite neutralisés en 10 minutes par un seul navire de guerre non identifié. Une voix, un nom, briseur de guerre. Silence, rugit le conseiller Garvectal, abattant un poing écailleux sur la console en marbre devant lui. Le noble Sulrak, au cou épais, à la peau plaquée et aux joues cornues, lançait un regard noir à travers la pièce. « Nous ne sommes pas ici pour paniquer. Nous sommes ici pour réagir. » Il est entré dans notre zone de simulation sans déclencher le moindre détecteur longue portée, aboya le conseiller Héron Vélis des Solari, le teint argenté teinté de fureur. Devons-nous croire que ce vaisseau peut se téléporter au cœur de notre flotte sans la moindre ondulation subspatiale? Nos systèmes sont-ils à ce point affaiblis? En face de lui, assis à côté de la délégation terrienne, le capitaine Horkinson ne broncha pas. Ses doigts se refermèrent fermement sur le bord de la console, les jointures pâles. Les images continuaient de défiler, ralenties, zoomées. Chaque phase de l'attaque, si l'on peut appeler cela ainsi, était une leçon magistrale de maîtrise. Pas de chaos, pas de faux pas, juste une supériorité chirurgicale. Qui lui a donné accès? Grogna Votarek, un conseiller du grelin combine. La peau d'amphibien moite de tension, les yeux globuleux tressaillants. Il parlait comme un humain, se déplaçait comme un vaisseau humain. Mais toi, se tourna-t-il en pointant un doigt fin et palmé vers Horkinson. Tu nous dis que ce n'est pas à toi? Horkinson soutint son regard avec inflexibilité. Je n'ai aucune connaissance de ce vaisseau, ni de quiconque autorisé à utiliser ce nom. Pratique, siffla Votarik. Un murmure parcourut la pièce. Plusieurs délégations se tournèrent discrètement vers le banc des humains, chuchotant dans leur langue maternelle, traduisant en temps réel pour les assistants et les analystes secondaires. La suspicion était dense et grandissante. Sur le banc des humains, l'un des assistants de Horkenson, un officier subalterne, tâtonna sur son bloc-notes, les mains légèrement tremblantes. Il ne parla pas. Personne ne parla. Mais la peur était palpable, gravée non sur les visages, mais dans le silence qui les régnait. Au dernier rang, le personnel de soutien travaillait d'arrache-pied. Les cartes holographiques étaient recalibrées, les signatures énergétiques décortiquées, un par un, les analystes de différentes espèces montaient sur l'estrade centrale pour présenter leurs conclusions. Aucune n'était cohérente. Aucun schéma énergétique connu, déclara le docteur Keza Irim, une linguiste sari assistant la délégation d'Urel. Aucune distorsion thermique, aucune traînée ionique, impossible pour un vaisseau de cette masse de se déplacer sans laisser de traces. Un autre analyste, un trilaxien nommé Senrel, expliqua la séquence d'engagement. Chaque attaque était ciblée, pas une seule atteinte au système de survie ou au cœur, juste les batteries d'armes, la propulsion, les matrices de boucliers. Il consulta les calques. Qui qu'il soit, il savait exactement ce qu'il faisait et ce qu'il ne devait pas faire. Et cette voix, murmura quelqu'un. « Oui, » répondit l'amiral Kael Dorian des Siari. Cette voix a été confirmée, recoupée, grâce aux bases de données militaires déclassifiées de la Terre. Un silence. Général Ulysse Wellington. Le silence s'abattit comme une détonation. Les chaises s'immobilisèrent. Les écrans cessèrent de clignoter. Le nom ne résonna pas. Il se fraya un chemin dans l'air et y resta, sans être contesté. Wellington, le conseiller Rasgot de l'Union Nyari se leva lentement. Il était grand, squelettique, avec une peau translucide sur une ossature de crêtes osseuses. Sa voix était à peine un murmure. Cet homme est mort. Depuis plus de 100 ans, le capitaine Rawkinson ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de secouer la tête, presque imperceptiblement. Un léger carillon retentit dans la galerie inférieure. L'un des assistants du renseignement, un humain d'une vingtaine d'années, se leva prudemment, la voix hésitante. « Excusez-moi, maître. J'ai être trouvé quelque chose. »
La pièce resta immobile. Elle se figea. L'assistant déglutit, levant les yeux comme s'il s'attendait à être réduit au silence. J'effectuai une contre-vérification secondaire, une empreinte vocale et une image du vaisseau. Il y a quelque chose enfoui. Tellement profond que ça ne figure même plus dans le schéma d'archivage standard. Il envoya un paquet de données au flux central. L'écran vacilla une fois. Puis un nom apparut, Projet Anteus. La salle ne réagit pas. Un mouvement de recul se fit entendre, comme un sursaut collectif. Le mot ne fut pas lu, il fut ressenti, comme la chaleur d'une explosion lointaine. Un souffle sourd et collectif parcourut la salle. Le visage de Rorkinson s'assombrit instantanément. Le mot résonna dans son esprit comme une sonnette d'alarme oubliée. Il n'avait pas entendu ce nom depuis l'Académie, murmuré une seule fois, lors d'un cours sur l'éthique militaire et les avancées interdites. Impossible, murmura le conseiller Tal. Le projet Antias n'a jamais été approuvé, s'exclama Arenvels. Il a été contesté, approuvé, puis abandonné. Vraiment? Demanda Rorkinson à voix basse. Un second carillon retentit, cette fois d'un CRE. Une assistante se fraya un chemin jusqu'à l'amiral Dorian. Elle murmura quelque chose. Il hocha la tête d'un air sombre. L'assistante a raison, confirma Dorian. Il existe des archives confidentielles datant de 230 ans. Secteur humain, scellé en vertu de l'article 7. Déviation interne. Programme de guerre avancé. Alors ouvrez-les, gronda Votarek. 7. Déviation interne. Programme de guerre avancé. Alors ouvrez-les, gronda Votarek. Rorkinson leva brusquement les yeux. Ces archives sont scellées sous le haut commandement terrien. Et vous, Votarek se pencha en avant, vous vous trouvez dans un conseil qui vient d'assister au détournement et au démantèlement d'une de ces simulations. Ne nous parlez pas de juridiction, capitaine. Une autre voix humaine s'éleva, plus âgée, posée. Conseiller James Harlan. Chauve, maigre, le visage usé par des décennies de service. Assez. Il se leva lentement, posant ses deux mains sur la table devant lui. Vous voulez en savoir plus sur Anteus ? C'était une initiative interdite pour une raison. Ses créateurs étaient brillants, impitoyables. Ils ont dépassé les limites éthiques, refusé le désarmement, prôné une autonomie de guerre totale. Un silence s'installa. Ils furent exilés, envoyés mourir au-delà de la ceinture de Ramius, poursuivit Harlan. C'était la dernière fois qu'on était censé entendre parler d'eux. Mais ils ne sont pas morts, marmonna Rorkinson. Non. Harlan baissa les yeux vers la table. Apparemment, ils ne sont pas morts. Alors, c'est votre bazar, grommela Tal. Nettoyez-le. Plusieurs conseillers acquiescèrent, l'air désormais empreint de suspicion. La délégation humaine n'était plus entourée d'égaux. Elle était encerclée. Du fond de la salle, une autre voix retentit, plus aiguë, plus hostile. Le conseiller Traine du domaine Arcali, une race d'humanoïdes aviaires réputés pour leur guerre préventive, se leva et pointa sa main ailée en plume vers Rorkinson. Je propose que nous activions un périmètre de confinement autour de tous les secteurs humains. Gelons les mouvements interstellaires. Immobilisons les vaisseaux militaires jusqu'à ce que nous comprenions ce que votre espèce a bien pu lâcher dans notre galaxie. Des murmures d'approbation fusèrent. Vous bloqueriez un membre du Conseil ? Demanda sèchement Harlan. Je ferai en sorte que nous vivions assez longtemps pour regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, rétorqua Traine. La motion étant rejetée, l'amiral Dorian intervint froidement en s'avançant au centre de l'estrade. Nous n'agissons pas par peur, pas encore. Mais, se tournant vers Rorkinson, vous allez ouvrir vos archives. Nous verrons la vérité sur Anteus. Rorkinson hésita, puis hocha la tête. Je vais demander à Terra Prime de contourner le protocole. Vous aurez ce qu'il vous faut. Le conseil n'applaudit pas. Il ne se détendit pas. Il se contenta de fixer du regard. Dans la salle, la méfiance s'était installée comme une poussière, lente, silencieuse, impossible à balayer d'un coup. Le nom de Warbreaker était revenu, mais il traînait désormais des ombres avec lui. Et au cœur d'un nœud de renseignements sécurisés sur Sul, des terminaux verrouillés s'allumaient. Les portes de cryptage tournaient pour la première fois depuis plus de 2 siècles. Elles avaient été verrouillées pour une raison précise. Non pas pour protéger les données, mais pour protéger tout le monde. Le projet Anteus n'était plus enfoui. Il prenait de l'ampleur.
Un code de sécurité hautement prioritaire scintillait au cœur cristallin des archives militaires de sol, profondément sous la surface fortifiée de Luna Prime. Archives militaires. Profondément sous la surface fortifiée de Luna Prime. Les verrous magnétiques s'ouvrirent dans un sifflement, tandis que les portes blindées du coffre s'ouvraient pour la première fois depuis plus de 2 siècles. À l'intérieur, le silence n'était pas rompu par un bruit, mais par une révélation. Le capitaine Elijah Hawkinson se tenait au seuil de la chambre intérieure des archives, flanqué de 2 escortes de la division de sécurité terrienne. L'air à l'intérieur du coffre était stérile, préservé pour la longévité, sa température régulée au 10e de degré près. Devant, l'amiral Horace Stanton, voûté par l'âge mais toujours l'œil vif, attendait près de la console principale, flanqué d'un conservateur creux et de 2 techniciens de données. « Vous êtes en avance », dit Stanton d'une voix grave sur l'acier. Hawkinson s'avança. Pas assez tôt. Stanton fit un geste vers l'interface. Les codes de dérogation fonctionnaient. Le Conseil a l'autorisation. Tout ce qui se trouve sous l'amas d'Antias est en cours de décryptage en ce moment même. De l'autre côté de la pièce, l'un des plus jeunes techniciens, un homme nerveux nommé Jonas Sekchi, hésitait tandis que les lignes des anciens journaux de protocole défilaient devant son écran. Ces fichiers, ils n'étaient pas classifiés, marmonna-t-il, presque incrédule. Ils avaient été déclassés, reclassés comme recherche technologique obsolète et rangés au fond de la législation de défense coloniale. Enterrer quelque chose, dit Stanton, ne signifie pas toujours le cacher. Parfois, il s'agit simplement d'espérer que les gens cessent de poser des questions. Hawkinson s'approcha de l'écran central. Un nom apparut sur le cœur. Hawkinson s'approcha de l'écran central. Un nom apparut sur le cœur. Initiative Antaeus. Archives de la phase opérationnelle. Montrez-nous, dit-il. La salle s'assombrit tandis que le flux s'illuminait d'images d'archives. Images projetées sur l'holo-écran principal. Un long hangar en forme de dôme rempli de prototypes terriens. D'étranges vaisseaux anguleux, hérissés de nœuds d'armes près, IA et de ports de synchronisation neuronale. L'amiral Stanton commentait la vidéo. Antias n'a jamais été conçu pour être une arme. Pas au sens traditionnel du terme, c'était un rejet. Refus de se conformer au mandat de désarmement du Conseil après le traité de Sargelon. L'initiative a débuté avec 25 ingénieurs militaires humains, 6 théoriciens de la guerre et un contingent de programmeurs d'IA rebelles. Leur objectif ? Créer une doctrine post-cinétique, une force construite non pas pour submerger, mais pour invalider les conflits traditionnels. Jonas fronça les sourcils. Il n'y a aucune mention de cela dans les archives publiques de Solnet, parce que cela n'a jamais été effacé, expliqua Stanton. C'était reclassé, rendu ennuyeux, caché à la vue de tous. Le flux changea. Il affichait maintenant des scans biométriques, les noms des volontaires, les journaux de débat houleux, un titre tiré d'une note interne oubliée apparut. Le commandement de l'UNS vote la dissolution du projet Antaeus. Un refus mène à l'exil. Il y a 230 ans, poursuivit Stanton, les personnes impliquées refusèrent de se retirer. Elles affirmaient que le désarmement rendrait l'humanité dépendante et vulnérable. Elles considéraient la paix du Conseil comme fragile. L'écran holographique projetait des images d'anciens journaux de transmission, dont une dernière entrée, estampillée en rouge. Transfert vers la ceinture de Ramius. Hawkinson plissa les yeux. « C'est là qu'on les a envoyés ?» « La zone d'exclusion de Ramius n'a pas toujours été scellée, » répondit Stanton. À l'époque, elle était à peine cartographiée. De profondes anomalies gravitationnelles rendaient les scans à longue portée inutiles. Après le transfert, la région a été discrètement retirée des routes de patrouille. Coût de maintenance élevé. Trop dangereuse, trop isolée. Alors, on les a laissés partir. Ce n'étaient pas des prisonniers, dit Jonas en parcourant les journaux. Non, approuva Stanton. C'était pire. Ils étaient gênants. De l'autre côté de la salle, une seconde connexion s'activa. Celle-ci alimentait directement le corps de renseignement du Conseil galactique où une réunion parallèle avait commencé. Dans la salle centrale de Resta, l'ambiance était plus froide qu'auparavant. Des dizaines d'espèces se regroupaient autour de flux de données prioritaires. L'amiral Kyle Dorian se tenait au premier plan, les bras croisés, tandis que les informations des archives de sol alimentaient leur écran grâce à des décryptages filtrés. « Voyez-vous cela ?» demanda le conseiller Harun Veles, sa peau argentée ternie par la faible lumière. « Je le vois », répondit Dorian.
Et je n'aime pas ce que cela suggère. De l'autre côté de la table, le conseiller Rasgoth inclina sa tête décharnée. Ils étaient exilés dans un système en ruine, un lieu aux fractures de stress chronométriques. On ne s'attendait pas à ce qu'ils survivent. On ne s'attendait pas à ce qu'on se souvienne d'eux, dit Dorian. Le conseiller Traîne du domaine Arcali croisa les bras, les plumes bruissant d'irritation. Vous leur avez laissé du temps. Aucune surveillance. Aucune limite. Aucune surveillance. Et maintenant, vous faites semblant d'être surpris qu'il soit revenu avec des dents. Le technicien Siari qui assistait Dorian prit la parole. « Monsieur, nous suivons les mouvements historiques. La ceinture de Ramius a été retirée de tous les efforts de cartographie exploratoire exactement 15 ans après l'exil. Le terme utilisé était « réaffectation des ressources ». Vel se pencha en avant, la voix basse. Cela signifiait que c'était systémique. Dorian ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. De retour dans la salle des archives de sol, Jonas Sekshi cessa de défiler. Sa voix était maintenant basse. « Amiral, voici les journaux d'une session législative privée de Terran, 30 ans après l'exil. Ils proposèrent de rétablir le contact et de surveiller la zone. Leur proposition fut rejetée, à l'unanimité. Stanton ne dit rien. Horkinson regarda l'écran, puis l'amiral. « Vous étiez là. » Stanton resta muet. Horkinson regarda l'écran, puis l'amiral. « Vous étiez là. » Stanton serra les dents. « J'ai voté contre la réouverture. La plupart d'entre nous aussi. On pensait que c'était fini, qu'il s'adapterait ou mourrait. » Jonas le fixa du regard. « Tu ne nous as rien dit. Rien de tout ça n'a été enseigné. » Jonas recula de sa console. « Pas étonnant qu'on ait perdu l'histoire. Tu ne les as pas juste enterrés. Tu nous as enterrés aussi. Tout ce qu'on aurait pu apprendre. » Stanton détourna le regard. « On a préféré la paix au potentiel. C'est le fardeau du commandement. Tu comprendras un jour. L'histoire ne change pas le présent, dit froidement Sang, mais elle le hante. » Le silence dans la salle se brisa lorsqu'une nouvelle voix résonna à travers la ligne calme que le conseiller Garvectal avait connectée depuis la salle du conseil. « Si vos exilés ont vécu, capitaine Horkinson, et ont vécu 2 siècles dans un système mort, que pensez-vous qu'ils soient devenus des siècles dans un système mort? Que pensez-vous qu'ils soient devenus ?» Horkinson ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'écran, où flottait l'image du vaisseau de la simulation. Que conception incroyablement lisse. Les armes qui n'avaient pas été vues, seulement ressenties. La signature qui s'est enregistrée comme nulle. Le regard de Horkinson n'a pas vacillé. Ils n'ont pas survécu à l'exil. Ils ont évolué à travers lui Silence puis Velos. En quoi? La voix de Horkinson était comme un jugement. Quelque chose de nouveau, quelque chose de forgé dans l'obscurité pendant que nous les oublions dans la lumière. À l'intérieur de la chambre, l'amiral Dorian se tenait plus droit. « Alors nous avons besoin de plus que des histoires, dit-il. Nous avons besoin de la science, faites venir les physiciens, les xénotechnologues. Je veux une explication de la façon dont ils ont construit ce que nous avons vu. » Il regarda autour de lui dans la salle, les délégations qui chuchotaient et les assistants stupéfaits. « Et je le veux hier. » Derrière eux, le mot « Antias » restait brillant sur l'écran principal, mais n'était plus enterré, plus oublié. Maintenant, c'était un signal. Et pour la première fois depuis des générations, l'ombre oubliée de l'humanité se projetait plus longtemps et tout le monde écoutait. Les images de simulation se sont dissipées lorsque le flux s'est arrêté et la salle des archives militaires de Sol s'est éteinte. Une seule déclaration avait bouleversé le cours de l'enquête. Ils n'avaient pas survécu à l'exil. Ils avaient évolué à travers lui. La lumière revint, non pas grâce aux images de bataille ou aux interrogatoires du Conseil, mais grâce à un relais planétaire relié à Hydrate. Ancienne planète de glace et de pierre, Hydrate abritait la plus ancienne institution académique du Conseil galactique, un terrain neutre pour le savoir et non pour la politique. Le dôme intérieur de l'observatoire bourdonnait de projections superposées. Astrophysiciens, théoriciens des champs quantiques et stratèges militaires de tout le Conseil se tenaient en gradins organisés autour de l'hologrille centrale. Parmi eux, à la tête de la réunion scientifique conjointe, se trouvait le professeur Emmerich Weil, physicien terrien et ancien responsable de la recherche sur les anomalies gravitationnelles à Luna Prime. Ses traits étaient anguleux, sa barbe griselle
ses yeux qui n'avaient pas fermé l'œil depuis des jours. Il appuya sur un nœud de contrôle et fit apparaître un modèle multidimensionnel de la ceinture de Ramius. « C'est ce qui nous a échappé », dit Val d'une voix ferme mais tendue. « Ou plus précisément, ce que nous avons choisi d'ignorer. La projection s'est élargie. Ce qui avait été perçu autrefois comme un système instable de planétoïdes effondrés et de tempêtes de radiation apparaissait désormais comme un réseau de distorsions gravitationnelles, des centaines de plis superposés. L'espace se replie sur lui-même. Le temps est comprimé et étiré comme un tissu, tordu par une singularité. Le professeur Val trace une ligne dans le visuel. D'après les données de cisaillement gravitationnel récupérées par les rares bouées subspatiales encore actives, le temps dans la zone d'exclusion de Ramius ne s'écoule pas en synchronisme avec le reste de la galaxie. Il marque une pause, puis en donne le poids. Pour chaque année passée à l'extérieur, environ 5 à 7 passent à l'intérieur. Un murmure parcourut l'observatoire. Le général Merrick Janos, représentant la division des sciences militaires de Séoul, s'avança. « Avons-nous un total ?» Vai acquiesça. Les exilés sont entrés dans la ceinture il y a 230 ans, selon les normes du Conseil. Nous estimons que plus de 200 années subjectives se sont écoulées pour eux. Silence. Encore. Mais plus lourd, nous estimons que plus de 200 années subjectives se sont écoulées pour eux. Silence. Encore. Mais plus lourd. De l'autre côté de l'observatoire, le docteur Karesh Ulan, de l'Institut Neri, un chercheur amphibie aux veines bioluminescentes et à la structure crânienne distendue, se pencha en avant, la voix lourde d'incrédulité, face à une telle quantité, isolée de toute influence galactique, sans communication, sans interruption. Ils n'ont pas simplement survécu, dit Val. Ils ont eu le temps d'itérer. Il fit un nouveau geste. L'hologramme se déplaça pour se concentrer sur les projections de progrès technologiques théoriques dans un isolement extrême. Nous pensons qu'ils ont atteint l'autonomie complète en intelligence artificielle au cours de leur premier siècle. À partir de là, ils semblent avoir développé des systèmes de commande neuronales couplés au champ, ce que nous appelons des réseaux d'armes cognitives. Des systèmes contrôlés par la pensée, sans filtre ni tampon. Sur un écran latéral, les images de l'assaut du briseur de guerre étaient rejouées. Les 12 vaisseaux du Conseil étaient rendus inertes sans subir de dégâts. Les schémas énergétiques commençaient à prendre sens dans leur contexte. Chaque attaque n'était pas une explosion, expliqua Val. C'était une interaction. Ils ne tiraient pas. Ils se sont synchronisés. Ils ont imposé des états de défaillance au système par résonance de champ, contournant ainsi complètement les défenses physiques. Une autre projection est apparue. Un profil théorique de la coque du vaisseau. Matériaux non identifiables, dépourvus de signature de réflexion ou de fuite thermique. Nous suspectons une manipulation des membranes dimensionnelles. Il est possible qu'ils aient trouvé un moyen de fonctionner en déphasage partiel avec notre propre structure spatio-temporelle. Un jeune physicien d'Hydrate, debout près d'un terminal latéral, parla avec hésitation. Cela nécessiterait de réécrire les lois fondamentales de l'interaction des champs. Ce serait le cas, approuva Val. Mais après 12 siècles d'expérimentation ininterrompue, ils ont redéfini le possible, expliqua le général Janos. Au sommet de l'observatoire, les délégués du Conseil et les observateurs scientifiques de dizaines d'espèces restaient immobiles. Même la délégation Siari, archiviste silencieux de l'ancienne galaxie, montrait des signes visibles de tension. Ce fut le conseiller Rasgot qui finit par dire ce que personne d'autre n'aurait voulu dire. Nous les appelions humains. Ils sont partis humains. Mais ce qu'ils sont devenus, ce titre est-il toujours valable? Assis en contrebas près de la console, le professeur Elrix Varong de l'Université de Séoul, sceptique de longue date des technologies de pointe et critique officielle du programme Antias dans sa jeunesse, paraissait sincèrement bouleversé. Nous avons rejeté la théorie de la résonance de champ comme une fantaisie. Nous avons ri des modèles de propagation de coques phasées, mais ils l'ont construite, seul, en exil. Il a regardé les images exposées. Maintenant, je suis confronté à une divergence évolutive. Le conseiller traîne, observant le flux depuis la chambre de Rissetar, aboya dans le relais. Ce n'est pas seulement du pouvoir. C'est une transformation. Et vous vous attendez à ce qu'on les traite comme des alliés? Personne n'a dit ça, répliqua Janos. Mais vous n'avez pas dit ennemis non plus, cracha Traîne.
Le professeur Val leva la main. Personne ne dit encore rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. On sait seulement ce qu'ils peuvent faire. Le terme circulait dans les rapports internes depuis des jours. C'était maintenant prononcé à voix haute, officiellement. Des humains d'un nouveau genre, dit Val. La phrase ne fit aucun écho. Elle tomba, plate, plate, définitive. Tel un verdict, personne ne voulut parler en premier. Certains scientifiques tressaillirent. D'autres hochèrent la tête d'un air sombre. Ils sont toujours biologiquement humains, poursuivit Vaille. Notre analyse préliminaire ne montre aucune mutation forcée ni remplacement synthétique au niveau du génome central. Mais tout ce qui entoure ce noyau, les schémas neuronaux, la capacité de traitement, l'extension sensorielle, dépasse largement les limites actuelles des terriens ou du conseil. Un léger bip indiquait une nouvelle donnée provenant du modèle Ramias. Un scientifique de l'équipe de gravitation d'Adrati appuya sur la console. Nous venions de recevoir une télémétrie rétrocalculée en provenance du bord de la ceinture. Il semblerait qu'ils aient implanté des sondes, passives, camouflées, intégrées dans les replis subspatiaux. Janos se retourna brusquement. En reconnaissance, en train d'étudier, corrigea le scientifique Adrati. Il nous observe. Discrètement. Val se tourna vers le flux du conseil. Ils écoutent depuis plus longtemps que prévu. À la limite de la délégation terrienne, le docteur Emmett Alver, physicien solitaire, autrefois farouche opposant à l'expérimentation en champ profond, se parlait presque à lui-même. 1000 ans pour penser, construire, devenir. Il expira, nous craignons que le conseil ne nous opprime. Ils avaient dépassé le besoin d'un conseil. Le briseur de guerre n'était pas une première frappe. C'était un avertissement, murmura le professeur Varron. L'expression du général Janus se durcit. Ou un test. Le silence retomba. Puis, du centre de l'arène scientifique, une voix inconnue de la plupart des observateurs s'éleva d'un ton calme et sonore. Le docteur Vectalazia, xénogénéticien du CRE, était conquis. Sa robe scintillait de fils de dentelle mémorielle codés, et ses yeux brillaient de circuits bioluminescents tissés dans ses cornets. Ils ont réécrit leur espèce par choix, non par nécessité, dit-il. Et ce faisant, ils ont redéfini ce que signifie être humain. Ces mots n'étaient pas un défi. C'était une observation, froide, clinique, finale. Personne ne contestait. Au-dessus d'eux, la projection du briseur de guerre restait suspendue, tournant lentement dans un silence figé, ses contours imparfaits, ses systèmes inconnaissables. Et maintenant, le Conseil savait à qui il avait affaire. Ni à des rebelles, ni à des reliques. Une civilisation née de l'exil. Et le compte à rebours avant le premier contact avait déjà commencé. Seulement, personne ne savait s'il débuterait par une poignée de main ou par une guerre. La diffusion d'hydrates était à peine terminée que les premiers codes d'alerte furent diffusés dans tout l'espace du Conseil. En 6 heures, 63 systèmes planétaires élevèrent leur protocole de défense au niveau Oméga. Préparation silencieuse. Des exercices de blackout furent menés dans les bunkers du monde central. Les chantiers navals accélérèrent les quotas de production sur certaines stations. Des civils furent discrètement déplacés des secteurs orbitaux sans explication sur Kaltor Prime, où le domaine Lakari maintenait sa plus grande flotte spatiale lointaine. L'amiral Rohan Vessek, une imposante créature bipède à la peau d'obsidienne et à la mâchoire structurée comme un étau dentelé, entra dans la salle de commandement de Fort Glast. Des dizaines d'analystes de guerre Lakari se tenaient aux gardes, à vous. Protocole d'engagement ? Demanda Vessek. Enrôlé et en simulation, répondit son tacticien en chef. Le différentiel de perte prévu est extrême. Nous perdrions 87% de nos forces dans les 24 premières minutes. En supposant que nous frappions les premiers, grogna Vessek. Alors, nous ne frappons pas les premiers. Nous attendons. Mais nous n'attendons pas sans réagir. Il fit un geste vers l'écran central, où l'image du briseur de guerre tournait silencieusement. Augmenter le nombre de piquets masqués. Je veux une grille de surveillance permanente autour du périmètre de Ramius. Ailleurs, sur la lune capitale de l'enclave de Tarka, l'aile diplomatique du Grand Conseil s'enfonçait dans un débat fracturé. L'acoustique de la chambre conçue pour la clarté ne servait désormais qu'à amplifier discorde. Nous proposons un champ de confinement préventif autour de Séoul et de ses colonies extérieures, cria le conseiller Drex du Helvet Accord, une espèce serpentine connue pour sa politique étrangère paranoïaque
Et s'il voit cela comme une agression contrée par le conseiller Menro, un délégué terrien de l'Eastern Reach, ils n'ont pas tiré un seul coup de feu en dehors d'une simulation. Ce n'est pas la guerre. C'est un avertissement. C'était la guerre, rétorqua Drex, mais elle se jouait comme sur un échiquier. À l'entrée de l'Assemblée, le conseiller Veldurm de l'Alliance Cazotti, une race humanoïde féline de tacticiens impériaux, se leva avec une précision silencieuse. « Vous vous disputez tous comme si l'unité existait encore, dit-il. Ce n'est plus le cas. Plus depuis le retour de Warbreaker. Certains d'entre vous veulent la paix. D'autres la dissuasion. Nous voulons un positionnement, fit-il en désignant ses assistants d'un signe de tête. Avec effet immédiat, l'Alliance Cazotti se retire du pacte fondamental de défense mutuelle. Le regard de Veldurm traversa la salle. Désormais, nous surveillons notre propre ciel. Le silence qui suivit n'était pas celui de la stupeur. Il était stratégique. De la délégation humaine, le général Vance Trask, large d'épaules, à la voix grave, l'un des plus anciens commandants encore en activité de Terra Prime, se leva sans attendre qu'on le lui dise. « Retirez-vous si vous le devez, » dit-il. « Mais ne vous y trompez pas. Nous ne nous cachons pas. Et si quelqu'un trace des lignes dans le vide ?» Il marqua une pause. « Ne soyez pas surpris si nous commençons à redessiner la carte. » Et dans le silence qui suivit, les moustaches de Veldern tressaillirent, mais il ne répondit pas. Il se retourna simplement et sortit de la chambre sur des canaux secondaires cryptés mais compromis en quelques heures. Des preuves de nouveaux réalignements de flotte commencèrent à faire surface. Les centres de ravitaillement furent déplacés, les contrats d'approvisionnement furent déplacés, les routes commerciales furent détournées autour des secteurs humains, des accords fantômes furent rédigés, puis le briseur de guerre revint. Ce n'était pas dramatique. Pas de feu d'artifice, pas de panne systémique, juste une signature nette. 6 secondes de perturbation spatiale localisée, enregistrées par 3 stations relais indépendantes, le long de la limite nord-ouest de la carte galactique. À bord de la station Ténébra, l'officier des capteurs Lacari, le lieutenant Zalcoran, a examiné les données 5 fois avant de lancer l'alerte. Confirmé, rapporta-t-il en remontant la chaîne. Vaisseau non identifié, même schéma de résonance. Brève interception, aucune tentative de contact. L'incident fut relayé à toutes les grandes capitales en moins de 10 minutes. Sur des milliers de flux, les spéculations fusèrent comme une traînée de poudre. Mais c'est le message qui gela tout. Une transmission sans cryptage, une simple impulsion intégrée dans une distorsion gravimétrique. Le message était court, non crypté, non masqué, juste la vérité. Nous ne recherchons pas votre attention, seulement votre mémoire, au centre de commandement stratégique de Séoul. Division du renseignement, les mots sont apparus d'abord sous forme de fragments de code brut, puis sous forme de messages complets sur tous les terminaux internes. Le général Trask l'a lu à voix haute une fois, puis une deuxième fois. Personne n'a parlé. Sur les forums militaires, les réseaux universitaires cryptés et les communications civiles, l'interprétation a fait surface. Ils ne recherchent pas la reconnaissance, a déclaré un analyste anonyme. Ils nous rappellent qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Depuis l'observatoire d'Hydrate, le professeur Émeric Weil a publié une déclaration interne. Le message implique le temps. Ils ne provoquent pas de conflit, ils initient une perspective. Mais les gens, ceux qui étaient extérieurs au conseil, aux tours, aux réseaux secrets, voyaient les choses différemment. Sur un forum civil d'Epsilon Ternis, un enseignant écrivit « Mon père s'est battu pour rester au conseil. Mon fils pourrait bien lutter pour y survivre. Je veux juste comprendre ce que nous avons abandonné à Ramus et ce qu'il est devenu. » Dans les colonies périphériques de l'Union terrienne, une vague de discussion déferla sur les réseaux civils. Sur Mars, lors d'une émission télévisée, Raoul Decker, ancien officier militaire devenu analyste, s'est adressé à plus de 12 millions de téléspectateurs. L'heure est venue d'observer en silence. Ils nous ont envoyé un message à travers les murs de la physique. Nous n'avons plus le droit de rester indifférents. Nous avons construit l'exil. Maintenant, nous devons faire face à ce qu'il est devenu. Assez d'attente, il faut se positionner. En quelques heures, cette phrase s'est répandue sur des dizaines de réseaux civils terriens. Il faut se positionner. De retour sur Récitar, dans une aile sécurisée du complexe du Haut Conseil, l'amiral Kael Dorian examinait les rapports de réalignement. Des fractures silencieuses se formaient partout. Des secteurs entiers rééquilibraient leur loyauté sans déclaration. Des délégations se réunissent dans des couloirs officieux.
Des traités sont discutés à huis clos. Il ne s'agit pas seulement de technologies déstabilisatrices, marmonna Dorian. Il s'agit de vérités déstabilisatrices. À ses côtés, son assistant, le commandant Ilan Vest, un officier stoïque de la flotte Siari, parlait doucement. L'une des sondes que nous avons récupérées. Il ne s'agissait pas seulement d'observer. Il s'agissait de cartographier nos rythmes de chiffrement, d'apprendre notre timing. Dorian regarda le flux. Ils écoutent mieux que nous ne parlons. Puis il se tourna vers sa console et entra dans une chaîne de commandement restreinte. Préparer une réunion opérationnelle de haut niveau, combinant stratégie et science. Dans quel but, monsieur ? Demanda Vest. Pour anticiper une éventualité que nous ne sommes pas prêts à évoquer à voix haute. Au-dessus d'eux, en orbite, le Warbreaker n'apparaissait plus. Plus aucune trace, plus aucune distorsion. Mais son écho subsistait, dans les briefings des vaisseaux, dans les murmures cryptés, dans la façon dont chaque conversation se terminait désormais, un peu trop tôt. Et quelque part au-delà des cartes, dans l'étendue obscure des coordonnées oubliées, quelque chose d'autre se mouvait. La tempête n'était pas venue, mais son souffle avait traversé les étoiles, et dans le silence qu'elle laissait derrière elle. Thunder commença à apprendre notre nom. Les images du message du Warbreaker persistaient sur les écrans auxiliaires du centre de commandement du renseignement avancé de sol. L'atmosphère était tendue, assourdie, non par la confusion, mais par l'insoutenable clarté de ce que la galaxie venait d'observer. La tempête n'avait pas encore frappé, mais elle avait murmuré. La question qui se posait désormais n'était plus de savoir quand, ni même comment, mais qui, dans un sous-sol profond du complexe AIC, le général Vance Trask se tenait devant une voûte creuse renforcée. À ses côtés se trouvaient 2 officiers de données hautement qualifiés et le directeur Anton Valin, responsable de l'intégration historique de Solgov. Un bourdonnement sourd emplit l'air tandis que l'ancien séquenceur d'archives déverrouillait une chaîne de fichiers scellés. Autorisation confirmée, annonça le corps d'IA. Wellington Darcy, profil psychologique et opérationnel complet, déclassifié. L'écran s'illumina. Un nom clignota en haut. Ulysse Meridian, Wellington. Code ID. WRK 0. Classification. Exil. Des images alpha stratégiques commencèrent à défiler. Des extraits de briefing depuis longtemps enfouis. Tribunaux militaires. Audiences secrètes. Journaux de commandement des premières décennies suivant les accords de désarmement du Conseil. Trask plissa les yeux lorsqu'un Ulysse plus jeune apparut à l'écran. Mâchoire carrée, indéchiffrable, uniforme impeccable. Sa voix était calme, posée. « Ils veulent la paix », avait dit Ulysse. Mais ils oublient que la paix sans influence n'est pas la paix, c'est la capitulation. Un autre extrait, un défilement de transcription, commençait, tandis que sa voix continuait. Le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose qu'on prouve, encore et encore. Et quand on cesse de le prouver, quelqu'un d'autre écrit votre fin. La vidéo se déplaça dans une salle d'audience scellée au moment où Ulysse se tenait seul devant le tribunal. L'enregistrement manquait de son, mais les expressions des conseillers étaient indéniables. Malaise, incertitude, peur. Puis un dernier dossier, une ligne. Un dernier dossier, une ligne. Affectation volontaire. Lieu du projet Anteus, Ramus Belt, date de transfert, 12-7-4-1738. Conseil standard. Veillin expira lentement. Il a choisi l'exil. Il a choisi la guerre, répondit Trask. Mais pas à notre échelle de temps. Et maintenant, il a rattrapé le nôtre. À la surface, dans l'auditorium du commandement stratégique, il a rattrapé le nôtre. À la surface, dans l'auditorium du commandement stratégique, un débat houleux faisait déjà rage. Des dirigeants civils et militaires remplissaient la salle à plusieurs niveaux. Élus, gouverneurs planétaires et officiers de haut rang de plusieurs secteurs terriens. À la tribune centrale, le gouverneur des colonies terriennes, Arlen Marek, se pencha vers le micro, la voix rauque. Nous sommes acculés. Notre peuple observe ces exilés et y voit de la détermination et non de la rébellion. Plus nous hésitons, plus nous perdons le fil. Le général Trask resta assis, les bras croisés. Et que proposez-vous ? Une parade ? Un comité d'accueil pour un homme qui a défié tous les principes de nos traités de conduite interstellaire ? Peut être pas une parade, dit Marik, mais une enquête. On ne peut pas continuer à les traiter de fantômes alors qu'ils réécrivent la galaxie qui nous entoure.
Une voix plus jeune perça le brouhaha. Le conseiller Jace Elrond, récemment élu représentant du secteur d'Arcadia, à peine trentenaire mais vif d'esprit et respecté par la jeunesse, est passé du 2e niveau. Si les nouveaux types sont encore humains, dit Elrond en se redressant, alors être ne représente-t-il pas une menace pour notre avenir? Être sont-ils notre avenir? Simplement, un avenir que nous avons abandonné trop tôt. Être sont-ils notre avenir? Un avenir que nous avons abandonné trop tôt. La salle se transforma. Pas seulement des murmures, mais de la tension, de la peur, de l'admiration. Surveillez vos paroles, murmura le commodore Garak Solon depuis le banc du fond. Il y a une frontière entre la compréhension et la reddition. Est-ce reddition que d'admettre que nous avions tort? Rétorqua Elrond. Ou survie que d'admettre que nous avions tort? Elrond comptait, ou survie. Le silence dans le corps du renseignement adjacent à la salle, les analyses internes révélaient des tendances du sentiment civil. La recrudescence des discussions suite à la réapparition des briseurs de guerre avait, les forums de communication civile du Conseil déstabilisé ont enregistré un engagement record autour d'une question. Les nouveaux arrivants doivent-ils être traités comme des proches ou comme une menace? Les chiffres n'étaient pas sans rappeler le calme plat. Le soutien à la reconnaissance officielle parmi les civils terriens a bondi à 46% en moins de 48 heures. La démographie des jeunes était plus marquée. Rien que sur le réseau interne de Sol Prime, plus de 200 groupes numériques s'étaient formés sous une bannière unifiée. C'étaient les nôtres. Dans un bar local de la station Ganymède, un vieux capitaine de marine devenu barman observait le flux croissant, les yeux plissés. On ne serre pas une ombre dans ses bras juste parce qu'elle a l'air d'avoir été la sienne, marmonna-t-il. Pas quand il se souvient mieux que vous de l'obscurité. Sur l'un de ces réseaux, une citation tendance d'Ulysse avait refait surface. Officieuse. Jamais archivée officiellement. La paix est l'illusion de ceux qui n'ont jamais compris le pouvoir. De retour dans l'auditorium de commandement, après 6 heures de délibération à huis clos, une motion finale fut présentée. Une coalition de gouverneurs planétaires et de hauts conseillers, menée par le gouverneur Marek, avec le soutien d'Elrond et de plusieurs délégués de la Défense, s'est présentée devant la Chambre et a lu la résolution à voix haute. Nous, sous-signés, reconnaissons les individus anciennement classés dans le cadre du projet Antias, non pas comme des hors-la-loi, mais comme une variante de l'humanité. À ce titre, nous affirmons qu'ils méritent le même respect diplomatique que tout peuple conscient et souverain reconnu par l'accord terrien. La salle explosa de voix, certaines en soutien, d'autres en colère. Le général Trask se leva lentement. Vous venez de donner à l'homme qui a démantelé notre flotte un siège à la table qu'il a renversée. Et vous préférez nier ce qui est déjà en marche, demanda Elrond. Les gens observent, ils choisissent. Si nous ne prenons pas les rênes, quelqu'un d'autre le fera. La résolution fut adoptée, non pas à l'unanimité, mais de manière décisive. Ailleurs, dans les sous-réseaux secrets du commandement de la défense sol, le nom de Warbreaker commença à réapparaître dans les briefings stratégiques, ni comme une menace, ni comme un avertissement, mais comme une variable. Du côté civil, l'effet d'entraînement se poursuivit. Dans les centres artistiques, des œuvres hommages aux briseurs de guerre ont émergé, certaines représentant Ulysse non pas comme un méchant, mais comme un spectre potentiel. Les tags musicaux faisaient référence à Antaeus Beats. Les streamers ont commencé à citer les doctrines de l'exil comme des manifestes culturels. Un jeune créateur l'a dit clairement, « Il nous a laissés derrière. Mais peut-être avions-nous besoin que quelqu'un nous distance d'abord pour que nous nous souvenions que nous étions faits pour bouger. » Depuis sa chambre privée à bord du bastion en orbite haute, le général Trask examina le décompte final des votes. Puis il ferma le dossier. Il regarda les étoiles à travers une vitre blindée et murmura « Elle l'admire ». Puis il ajouta, presque à bout de souffle, « Que Dieu nous vienne en aide s'il leur demande un jour de nous suivre, et que Dieu nous vienne en aide davantage s'ils le font déjà. Que Dieu nous vienne en aide s'il leur demande un jour de nous suivre, et que Dieu nous vienne en aide davantage s'ils le font déjà. » Le nom de briseur de guerre n'était plus en exil. Il se tenait parmi les vivants. L'alerte retentit sans alarme, juste le silence et le poids qui la soutenaient. À Oro 311, heure standard unique, un relais dormant enfoui sous l'arc nord de l'anneau de défense orbitale de Jupiter
activé pour la première fois depuis près de 2 siècles. SD-DRE. Son signal, compressé, modulé et chiffré selon un protocole désormais inutilisé par les infrastructures terriennes actuelles, contournait les pare-feux modernes et acheminait directement vers le centre de renseignement stratégique du commandement sol. Personne n'en autorisait l'accès. Dans la chambre d'analyse principale, le colonel Desmond Hale était en train de faire un compte rendu des redéploiements de la flotte de l'Alliance lorsque tous les écrans vides de la pièce clignotèrent. Des parasites se répandaient sur l'interface de la table. Des lignes d'écriture déformées pulsaient en bleu pâle sur fond noir, telles des veines éclairées par en dessous. Puis, la projection se forma. 12 vaisseaux, la simulation seulement, pas comme la galaxie l'avait vue. Cette version n'avait pas d'angle de vue spectaculaire, pas de commentaires, pas de plan de coupe. Elle était dépouillée de toute production, juste des images tactiques brutes et une lecture accélérée. La production était dépouillée, juste des images tactiques brutes et une lecture accélérée. Chaque manœuvre, chaque panne système, exposée dans une séquence clinique précise. La simulation, démontée, puis vinrent les superpositions. Ni Terran, ni Council. Des répliques dans un langage qui n'en était pas un. Symbologie guidée par la logique et non par la traduction, couches de données, panne de vecteurs de capteurs, traces de perturbations thermiques, carte de distribution interne des flux énergétiques du vaisseau. Des lignes pointillées marquaient chaque vulnérabilité exploitée lors de l'assaut. Chaque arc aveugle, chaque délai de latence, chaque retard de réponse, chacun à noter avec une précision effrayante. À la fin de la lecture, exactement 4 minutes et 19 secondes après son début, la salle était immobile. Puis la dernière image apparut en fondu. Évaluation des performances, acceptable. Une seule ligne de texte la suivait, dans une vieille police terrienne. Nous avons étudié. Maintenant, vous vous en souvenez. Le colonel Hale ne scia pas. Derrière lui, le général Von Strask entra, appelé par le système d'urgence. Il ne demanda pas ce qu'il voyait. Il fixa simplement l'image figée du Warbreaker, centrée sur le flux, les systèmes en veille, l'équipage invisible. D'où venait-il ? Demanda-t-il. Relais hérité. Hal répondit. Lié à un ancien nœud de secours d'Antéus. Jamais purgé. Même pas apparu lors du dernier Audi système. Ce qui signifie qu'il savait qu'il serait toujours là. Hale hocha la tête. Ce qui signifie qu'ils n'ont jamais cessé de surveiller. En 8 minutes, le Conseil de défense stratégique était en état de confinement total. Protocole Helix Black invoqué. Renforcement des ressources planétaires. 8 minutes plus tard, le Conseil de défense stratégique était en état de verrouillage complet. Protocole Helix Black invoqué. Renforcement des ressources planétaires. Aucune annonce publique, aucun ordre ouvert. Mais tous les terminaux internes s'allumaient en rouge dans l'un des couloirs latéraux. Le lieutenant Nolan Verine, à peine 3 ans après son entrée en fonction, observa la boucle d'alimentation une 3e fois depuis une console d'examen tactique. Sa voix était un murmure. Il ne s'adressait à personne en particulier. Il ne faisait pas qu'observer. Il a murmuré « Ils ont étudié chaque faiblesse comme si c'était un devoir. » Il a lentement levé les yeux et nous leur avons transmis les réponses à travers le système. Alors que le flux atteignait discrètement les nœuds militaires sur la Lune, Mars et Europe, les réactions allaient de la stupeur à l'effroi. À bord du vaisseau capital des Siari, le Vessalite, l'amiral Jorn Vels, qui avait commandé le vaisseau lors de la simulation originale, était assis seul dans ses quartiers, la lecture en boucle. Il vit son propre équipage de passerelles tressaillir, se disperser et se figer, leur moteur étant neutralisé par un signal trop rapide pour être intercepté. Il vit ses défenses s'effondrer sans jamais être attaqué. Il se vit ordonner une retraite qui n'eut même pas lieu. À la 10e fois, il ferma les yeux. À la 15e, il fondit en larmes. Au conseil de Resetar, la nouvelle du signal arriva par un canal diplomatique sécurisé. Plusieurs délégués extraterrestres, dont les vaisseaux avaient participé à la simulation, demandèrent à voir le contenu en direct. La vidéo fut diffusée en silence. Aucun commentaire, aucune discussion. À la fin de la séquence, le conseiller Razgot de l'Union Niari se leva lentement de sa chaise, sa peau translucide semblant encore plus fragile sous la froide lueur de l'écran. « J'ai commandé la fureur de l'aube, » dit-il. « J'ai vu nos boucliers se briser. J'ai vu les lumières s'éteindre.
Mais je pensais qu'on les avait au moins mises à contribution. Il marqua une pause. Ce n'était pas une bataille, c'était un diagnostic. Le conseiller Votaric du cartel Grelen, les yeux crispés, frappa la console d'une main palmée. Vous voulez dire que ce n'était pas un avertissement? C'était une panne? Un délégué de l'Imperium Durel, bredouillant en vibrations sourdes et pulsées, se leva et quitta la salle sans un mot. Non pas en signe de protestation, mais en signe de défaite. Personne ne répondit. De retour sur terre, le général Trask se tenait devant l'assemblée du commandement uni. Ce n'était pas de l'intimidation, dit-il à voix basse. Ce n'était pas une démonstration de force, c'était une leçon, et nous en étions le sujet. Il désigna l'image figée du briseur de guerre. Ils nous envoyèrent un résumé de nos plus grands défauts entourés de rouge. Pas de menaces, pas d'exigences, juste des corrections. Derrière lui, un mur de commandants supérieurs examinait les annotations. Le commandant Arvin Drew de la flotte de Mars, l'un des plus anciens vétérans encore en vie de l'air près, accord, parla à peine plus haut qu'un murmure. Ils ne revinrent pas pour discuter. Non, approuva Trask. Ils revinrent pour nous rappeler qu'ils n'étaient jamais partis. Une autre voix, celle de l'amiral Ronan Kess de la garde orbitale du Pacifique, s'avança. Si c'est bien là leur avertissement, dit-il, à quoi ressemble le véritable message? Le silence retomba. À l'extérieur de la chambre, des fils cryptés grondaient avec de nouveaux mots-clés. École fantôme. Devoir. De l'enfer. Warbreaker fit ses calculs. Dans la salle de loisirs sombre d'une caserne sur Luna, un groupe de cadets était assis à regarder la rediffusion. L'un d'eux, à peine rasé, marmonna. Ils n'ont pas piraté nos systèmes. Ils nous ont résolus. Parmi les réseaux civils, les réactions allaient de l'admiration à la peur, en passant par la fascination, mais au sein des institutions militaires, le signal devint tout autre chose. La doctrine fut réécrite du jour au lendemain, les tactiques repensées, les simulations annulées. Toutes les stratégies élaborées au cours des 70 dernières années étaient désormais officiellement obsolètes. Et malgré tout cela, le Warbreaker ne parla plus. Il ne réapparut plus. Il avait déjà évalué les performances de la galaxie et ils avaient réussi de justesse. Sous le bourdonnement sourd du dôme de la grande assemblée de Récitar, le silence était devenu le son le plus fort de la galaxie. Non pas par absence, mais par anticipation. Les conséquences de l'analyse décryptée avaient brisé la doctrine tactique de dizaines d'espèces. Et tandis que les protocoles d'urgence se propageaient à travers les étoiles, une question subsistait sur tous les canaux cryptés. Était-ce la fin du message? Non. Au cœur de la salle intérieure du Conseil galactique, où plus d'une centaine de voix souveraines avaient autrefois débattu avec force, seule une poignée siégeait désormais en personne. La plupart apparaissaient comme des projections vacillantes, certaines par sécurité, d'autres par peur. Personne n'osait fermer le canal. L'écran central cligna une fois, puis de nouveau. Puis, sans cérémonie ni cryptage, le signal s'empara de tous les flux sécurisés, de toutes les fréquences protégées, de toutes les salles du trône et de tous les niveaux de commandement des bunkers. Il n'arriva pas comme une transmission, mais comme un verdict. L'écran s'éteignit. Ulysse Wellington, vivant, inchangé dans sa posture, changé dans tout le reste. Il se tenait dans le cadre, sans bannière ni navire, mais dans le vide. Sa silhouette était éclairée par une lumière pâle et diffuse. Ses traits étaient calmes, posés. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était plus tranchante que n'importe quelle arme. Considérez ceci, dit-il, comme un rappel de ce qu'on oublie si facilement. Considérez ceci, dit-il, comme un rappel de ce qu'on oublie si facilement. Le souffle dans la chambre faiblit. Les vieilles espèces sans poumons le ressentaient tout autant. Nous ne sommes pas les humains que vous craignez. Nous sommes ceux que vous avez oublié avoir créés. Il le dit clairement. Pas d'inflexion dramatique, juste la vérité. Une vérité que le Conseil ne pouvait plus distancer. En quelques instants, les canaux politiques de 50 systèmes s'allumèrent. Les conseillers se bousculaient, les traductions se superposaient entre les dialectes, et pourtant, rien ne fut mal compris. Le ton d'Ulysse ne changea jamais. Il n'avait pas besoin de crier. Il possédait le silence. Nous ne sommes pas venus conquérir votre espace. Nous n'avons pas piraté vos réseaux. Nous n'avons pas perturbé vos systèmes. Vous l'avez fait vous-même, en nous croyant partis. Il marqua une pause. Et quelque part à travers 1000 mondes,
des gens se penchèrent instinctivement. La prochaine fois, nous ne serons pas les seuls. Le sourire narquois était faible, mais il résonna avec une force sismique. Et ce ne sera pas qu'un exercice. L'image s'effondra, instantanément. Aucune transition, aucun statique, juste l'absence. En quelques secondes, la chambre se mit en mouvement. Les déclarations d'urgence se succédèrent depuis les sièges du Conseil. Les hauts chanceliers aboyèrent leurs ordres les uns sur les autres. Des dizaines de cloisons militaires d'urgence furent déverrouillées en temps réel. À l'écran, des dizaines de nouvelles bannières planétaires scintillèrent en rouge. État d'urgence, guerre imminente. Mais, au cœur du chaos, personne n'osa prononcer le nom d'Ulysse au complexe de commandement unique de niveau 7. La transmission parvint sur Terre 30 et 1 seconde après avoir disparu de la résistance. Le général Van Strask se tenait aux côtés du capitaine Elijah Rorkinson. Opération primaire. L'immense écran incurvé était encore sombre. Rorkinson expira brusquement, comme s'il se réveillait d'un coup à la poitrine. « Il n'avait même pas besoin d'armes, dit-il. »« Non, » murmura Trask. « Il a utilisé la seule chose que nous avions oublié de lui avoir apprise. » Rorkinson se retourna. « Enseigner, » acquiesça Trask. « Présence. » Rorkinson se retourna. « Enseigner, » acquiesça Trask. « Présence. » Dans les chambres diplomatiques des différents secteurs humains, le Haut Comité de l'accord terrien fut convoqué en session d'urgence. Les dirigeants politiques de chaque colonie extérieure furent convoqués. Le gouvernement civil subissait déjà des pressions, non pas par crainte d'Ulysse, mais par admiration. Sur les réseaux numériques, le soutien au nouveau type a explosé. Non pas comme des sauveurs, comme une famille oubliée mais pas admirée. Sur les réseaux numériques, le soutien au nouveau type a explosé. Non pas comme des sauveurs, comme une famille oubliée mais pas déchue. Les chaînes publiques se sont illuminées de milliers d'enregistrements des paroles d'Ulysse, ni rediffusées, ni dramatisées, juste rediffusées. Parce que la vérité n'avait pas besoin d'être corrigée. À 19.3 SST, une coalition de groupes civils a soumis une requête unifiée à l'Assemblée terrienne. Demandez un contact. Pas de diplomatie. Des excuses. Et ce fut fait. Le message envoyé était brut, non chiffré. Depuis une ambassade civile à Lagrange.1. Simple signal, simple voix. Ici l'ambassadeur Renfordale, agissant indépendamment du commandement solaire. Nous n'imposons aucune exigence. Nous apportons des regrets. Nos ancêtres vous ont plongé dans le silence, et nous avons laissé ce silence perdurer trop longtemps. Il a duré des heures. Aucune réponse. Jusqu'à l'arrêt du système, une anomalie est apparue dans la bande de communication, dissimulée dans les replis des interférences solaires. Le briseur de guerre ne se matérialisa pas. Mais la voix revint. « Ulysse, tu nous as exilés à la ceinture, dit-il. Ni furieux, ni distant. Et cet exil nous a façonnés. Le temps fut notre forge. La réflexion notre maître. Une pause suffisamment longue pour que chaque auditeur se penche davantage. Nous ne gardons aucune rancune. Toutes les chaînes restèrent en direct. Le ciel terrestre était silencieux. Les signaux du Conseil s'interrompirent, comme si la galaxie retenait son souffle. Mais ne vous méprenez pas. Les derniers mots furent plus lents que l'obéissance. Nous sommes ouverts à l'amitié. Nous croyons en ce qui nous reliait autrefois. Mais le prix de cette connexion est l'honnêteté, pas la hiérarchie. Sa dernière phrase n'était pas une menace, c'était une déclaration d'identité, car nous sommes toujours humains. Puis l'écran s'assombrit. Mais avant qu'il ne disparaisse complètement, un vieux symbole apparut. Un triangle traversé par une ligne verticale. Faible, lumineux, incomplet, la marque d'Antéus. Il pulsa une fois, puis s'estompa. Personne ne parla. Personne ne bougea. S'estompa. Personne ne parla. Personne ne bougea. Sur l'ordre stratégique de Sol, Trask se tourna lentement vers la pièce. « Ils ne sont pas revenus pour se venger, » dit-il. « Ils sont revenus pour nous rappeler qu'ils avaient survécu à ce que nous avions choisi d'oublier. » Il se tourna vers Rorkinson, la voix basse. Et maintenant, la seule question qui restait était de savoir si nous mérissions de les rejoindre. Dehors, dans l'obscurité au-delà de la ceinture, rien ne bougeait. Mais tout le monde dans la galaxie comprenait désormais. L'exil n'avait jamais pris fin.
Il avait seulement mûri. Et maintenant, il avait parlé. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur cette vidéo. Laissez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez. Dans tous les cas, j'adorerais avoir votre avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. J'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.